Bien, mesdames, messieurs, je vous propose de démarrer, de prendre place pour ce conseil extraordinaire. Avant de faire l'appel, je vous rappelle que donc, cette séance est ouverte au public, que les débats sont également accessibles en direct sur la page Facebook et sur YouTube. Je vous rappelle que la majorité municipale a fait le choix d'organiser ce conseil municipal extraordinaire, notamment pour émettre un avis sur la zone à faible émission, tout véhicule, étant entendu que, comme vous le savez, il y a des règles qui définissent le temps qu'un conseil municipal peut avoir pour s'exprimer. La réalité des faits, c'est que nous étions entre deux conseils municipaux, que la ville de Pont-de-Claix, son conseil municipal, compte tenu des dates connues, finalement ne pouvait pas exprimer son point de vue. Et il nous est apparu nécessaire, évidemment, d'organiser un conseil municipal extraordinaire un lundi, ce qui n'est pas l'habitude des conseils municipaux de notre commune, mais néanmoins, tout simplement pour pouvoir avoir ce débat et que l'avis soit bien fait, réalisé, en tout cas porté par le conseil municipal. Je vais laisser la parole à la questure pour l'appel, je vous en prie. Monsieur Ferrari. Présent. Monsieur Toscano donne pouvoir à Monsieur Ferrari. Madame Emery Wehoff. Présent. Monsieur Nafosi. Présent. Madame Grand donne pouvoir à Monsieur Nafosi. Monsieur Boukersi. Présent. Madame Beignet-Loul. Présent. Monsieur Bonnet. Présent. Madame Laïb. Présent. Madame Chemery. Monsieur Alphonse. Présent. Monsieur Rotolo. Présent. Monsieur Solaire. Présent. Monsieur Vital donne pouvoir à Monsieur Boukersi. Madame Panagopoulos. Présent. Madame Rodriguez donne pouvoir à Madame Emery Wehoff. Madame Bonnet. Présent. Madame Gomez-Viegas. Présent. Madame Bousboa. Présent. Madame Martin-Arrête donne pouvoir à Madame Bernardo. Madame Tardivet. Présent. Monsieur Sétine. Présent. Madame Yakou. Présent. Monsieur Langlais. Présent. Monsieur Besançon. Présent. Monsieur Dridi donne pouvoir à Monsieur Bonnet. Monsieur Giono. Présent. Monsieur Dussard. Présent. Monsieur B donne pouvoir à Monsieur Giono. Madame Bernardo. Présent. Monsieur Arrête. Présent. Monsieur Durand s'est excusé, il n'a pas donné d'autre pouvoir, donc je le marquerai absent. Et Madame Solaire. Présent. Le quorum est atteint. Merci beaucoup. Il vous est proposé de désigner une secrétaire de séance. Il vous est proposé dans l'ordre classique du tableau, Madame Tardivet, Virginie. Merci. Je vous informe donc que ce conseil municipal porte principalement sur l'avis de la ville, que la ville doit donner sur la zone à faible émission de gaz à effet de serre, la ZFE pour les voitures particulières. Également, compte tenu du timing, nous avons ajouté une délibération qui fait tout simplement, là aussi, qui est tout simplement nécessaire dans le cadre des financements de l'État pour tout simplement le remplacement de 16 véhicules dans le cadre de la démarche ZFE, deuxième tranche de renouvellement pour la période 2023-2025. Nous sommes sur des fonds de l'État, fonds de la préfecture en fait. Et donc voilà, il vous est proposé tout simplement, c'est dans l'accompagnement de tout cela. Je vais laisser la parole à l'adjoint au maire Gilbert Bonnet, qui a pris ce dossier, qui a suivi ce dossier depuis le début que nous parlons de ZFE, en lien avec Michel Langlais, ancien adjoint au maire et conseiller délégué, voilà, qui ont suivi l'ensemble des discussions métropolitaines sur le sujet. À la fois la ZFE, véhicule utilitaire léger poids lourd que nous connaissons sur la métropole, à 27 communes, et la zone à faible émission, 13 communes. Je vous propose, il y a un PowerPoint qui va défiler, qui vous permettra tout simplement de suivre un peu les éléments. La parole est à Gilbert Bonnet. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, nous sommes ici pour
étudier le problème de la ZFE à tout véhicule pour cette séance. Alors, en 2021, la ville de Pont-de-Claix a validé son intégration au projet ZFE pour les particuliers avec 12 autres communes dans le but de réduire la pollution atmosphérique. Le contexte. Alors, le contexte, c'est l'enjeu sanitaire et santé publique. En effet, la qualité de l'air a un impact sur la santé, notamment en matière des maladies cardiovasculaires, respiratoires et accroissement des risques de cancer. Aujourd'hui, les véhicules individuels représentent 60% des émissions de gaz à effet de serre. La ZFE est aujourd'hui imposée par la loi Climat et Résilience, mais la métropole de Grenoble doit en définir les modalités. Une ZFE existe concernant les véhicules utilitaires légers et les poids lourds depuis 2019. Le calendrier d'application. À partir du 1er juillet 2023, interdiction des critères 5 et non classés. À partir de janvier 2024, les critères 4 et à partir de janvier 2025, les critères 3. Les véhicules critères 2 seront interdits à l'horizon 2030. Cette interdiction pourra ne concerner que les véhicules diesel, mais ceci n'est encore pas arrêté définitivement. Concernant le périmètre, le périmètre, c'est tout le territoire métropolitain n'est pas concerné, seulement 13 communes dont Pont-de-Claix fait partie. L'impact à Pont-de-Claix. Ces interdictions concerneront 2500 véhicules classés 3, 4 et 5 et non classés, soit 41% du parc automobile actuel. Et ce chiffre est sensiblement plus élevé que la moyenne métropolitaine qui est de 35%. Mise en œuvre concrète. La ZFE sera non permanente du lundi au vendredi de 7h à 19h. Cette ZFE concernera également les 2 roues à moteur. Nous vous proposons de soutenir cette position. Les voies rapides urbaines rocade à 480 ne seront pas concernées par la ZFE, ainsi que les voies d'accès aux cliniques, hôpitaux, massifs montagneux et pôles d'échange multimodal. En conséquence, les voies exemptées à Pont-de-Claix seront le cours Saint-André de l'autopont jusqu'au parking de l'Étoile, la RD 269 via l'autopont, bien sûr. L'avis présenté soutient ces exemptions et propose d'ajouter les voies d'accès de la gare de Grenoble ainsi que le P+R Catane à l'entrée de la ville. D'autres dérogations seront mises en œuvre. Les petits rouleurs, moins de 5000 km par an. Les rendez-vous en établissement de santé. Les travailleurs en horaire décalé. Nous proposons de soutenir ces dérogations. Les aides, chose importante. 4 aides sont proposées en fonction de la situation des personnes. Le parcours 1. Le bénéficiaire se débarrasse de son véhicule. Son foyer bénéficiera d'une aide de 1 000 € pendant 3 ans. Parcours 2 et 3. Le bénéficiaire conserve son véhicule. Il obtient une aide de 1 000 € pour un abonnement MTAG Plus et MVélo Plus. En fin de cette période, s'il se sépare de son véhicule, l'aide est maintenue pendant 2 ans. Sinon, l'aide s'arrête. Parcours 4. Une aide est proposée au changement de véhicule de 2 500 à 3 500 € suivant le RFR, le revenu fiscal de référence. L'avis propose de soutenir ce programme d'aide et propose d'y ajouter le relèvement du seuil
du quotient familial 1 000 à 1 100 euros de tarification solidaire TAG, qui est actuellement de 755 euros. Et enfin, les perspectives. Les perspectives sont la création d'un parc en ouvrage au parc de l'Étoile, la prolongation du tram E conformément à sa délibération en 2022 et la création d'un RER métropolitain. Je vous remercie. Merci pour cette présentation synthétique et claire. Je rappelle qu'il y a eu en tout 13 comités de pilotage organisés avec les 13 communes, à la fois reposant sur des analyses menées par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, qui est effectivement l'établissement public qui fait l'ensemble des simulations en matière de qualité de l'air. Et donc, je dirais, les propositions reposent tout simplement sur ce travail-là. Ça a été dit par Gilbert Bonnet, il y a eu une concertation non obligatoire qui a été menée à l'automne dernier, qui a donné un certain nombre d'éléments. Le but des concertations, c'est plutôt normalement de les respecter, et c'est ce qui est le cas ici, notamment sur le caractère non permanent de la zone à faible émission. Je rappelle que la ZFE est un produit de la loi climat et résilience, votée par le Parlement et à l'occasion d'une commission mixte paritaire entre les députés et les sénateurs, et qu'elle s'applique aujourd'hui vraiment à la métropole grenobloise. Je le dis d'entrée de jeu, certains disent oui, mais nous sommes sortis des dépassements de pollution. Je rappelle que ce n'est pas nous qui définissons si nous sortons d'un contentieux européen en matière de qualité de l'air. Et à ce jour, nous faisons toujours l'objet d'un contentieux avec la Commission européenne. Donc je rappelle que l'État nous indique à nous de mettre en œuvre les mesures qui permettent de sortir de ce contentieux européen, comme d'autres métropoles aujourd'hui, évidemment. Voilà, le débat est ouvert pour celles et ceux qui souhaitent tout simplement intervenir. Oui, Jérémy Giono. Alors, bonsoir. Je voudrais commencer mon intervention en soulignant l'importance d'agir sur les questions de qualité de l'air. Avec plus de 40 000 morts prématurées par an en France, je crois qu'il n'y a pas de débat à avoir sur le sujet, d'autant que, comme souvent, ce sont les classes populaires qui sont les plus exposées, bien que certains quartiers comme la Villeneuve de Grenoble apparaissent comme des poumons verts contre toute attente. De quoi réhabiliter les tenants de la charte d'Athènes en termes d'urbanisme, mais c'est un autre sujet. Revenons donc au sujet. Oui, agir pour limiter les émissions de particules fines est essentiel. C'est ce que la métropole fait sur les chauffages au bois individuels, par exemple, avec le doublement de la primaire bois. Et la question des transports routiers est un enjeu essentiel. Mais la modalité proposée par la Macronie, parce que vous avez bien fait de le rappeler, c'est le gouvernement d'Emmanuel Macron qui impose cette loi, et il faut le rappeler, pêche par son penchant libéral qui finalement risque d'être générateur d'exclusion et au service exclusif des intérêts de l'industrie automobile. Avant de venir ici, je suis allé faire un tour sur quelques sites de concessionnaires automobiles et je voudrais vous donner quelques chiffres. Renault Zoé, une fois le bonus écologique déduit, 30 000 euros. Nissan Leaf, 31 000 euros. Peugeot 208 électrique, 29 800 euros. En moyenne, une voiture électrique petit modèle, c'est plus de 20 mois de salaire au SMIC et plus de 16 mois pour le salaire médian, sous laquelle on est plus de la moitié de la population à vivre. Alors effectivement, il y a des aides, et je dois ici souligner les efforts ambitieux de la métropole sur le sujet, qui est l'une de celles qui prévoit l'un des plans de soutien les plus importants. Mais parlons de choix politiques à un moment donné. La politique, c'est avant tout délibérer de la meilleure allocation des ressources dans une société, pour le bien commun de cette société. 130 000 véhicules concernés dans un périmètre de 20 km autour de la métropole, sur la ZFE. Je me base sur les études menées par le collectif pour la gratuité des transports. Donc pas loin, avec les chiffres qu'on a donnés plus haut, pas loin de 4 milliards d'euros, finalement, sur la période, qu'ils viennent des poches des collectivités ou des ménages sur 5 ans. Voilà ce que ça représente, finalement, la ZFE virtuellement. Et est-ce que finalement on est un petit peu en droit de se demander si cet argent serait finalement mieux dans la poche des constructeurs automobiles ou qui délocalisent au passage leur production, donc
entre guillemets, qu'on ne nous explique pas que c'est pour l'emploi en France, parce que, grosso modo, on voit les usines où elles se déplacent, ou est-ce qu'ils seraient mieux employés à l'échelle de la société, je le répète encore une fois. Il y a quelques années, une étude chiffrait le coût de la gratuité des transports à 60 millions d'euros par an, et auquel il faudrait ajouter évidemment plusieurs centaines de milliers d'euros pour étendre et moderniser le réseau et absorber ainsi l'augmentation de fréquentation. Mais la calculette reste formelle, ne serait-ce que la moitié du coût global de la ZFE, c'est financer plus de 30 ans de gratuité des transports pour toutes et tous. Donc voilà peut-être le vrai débat. Je le dis donc, pour nous, la solution, elle est collective et elle passera par le développement massif des transports en commun, pas uniquement en se limitant finalement à accompagner socialement des mesures dont la philosophie même est mortifère. Nous pouvons porter une vision pour notre territoire et notre pays qui remette le collectif au centre, l'intérêt collectif. Il ne s'agit pas de supprimer la voiture individuelle, qui nous a donné une liberté quand même essentielle pour nous déplacer, mais de refaire des transports en commun l'ossature des déplacements domicile-travail, parce qu'entre nous, quand il n'est pas bondé, c'est quand même plus sympa d'être assis dans un train ou un tramway confortable en écoutant un podcast ou en lisant un bouquin, plutôt que de se retrouver coincé dans les bouchons au volant de sa bagnole. Et donc c'est pour cette raison et d'autres que, même si on partage un certain nombre, finalement un certain nombre de recommandations dans le cadre de l'accompagnement de cette loi qui seront prescrites, on s'inscrit sur le fond en opposition vis-à-vis de ces zones à faible émission, non sur l'objectif de réduction des problèmes liés à la qualité de l'air, mais bien sur le chemin qu'elles induisent. Pour terminer, aujourd'hui, le projet du gouvernement, en somme, c'est faire payer aux travailleurs de ce pays la crise environnementale sans prendre ses responsabilités. Parce que où sont-ils quand il faut financer les surcoûts énergétiques sur nos transports en commun? Où sont-ils quand il faut déplafonner le versement transport des entreprises? Où sont-ils quand il faut financer un projet qu'on partage toutes et tous ici, je le sais, le RER métropolitain? En fait, le projet des libéraux, c'est chacun pour soi, et pardonnez-moi l'expression, démerdez-vous, et ceux qui volent en Falcon, je ne sais pas combien, finalement, ils sont quand même pas trop embêtés par cette affaire. Donc au contraire, on doit porter un projet aux antipodes qui replace l'être humain au cœur des politiques publiques liées au déplacement, mais ce projet suppose deux piliers, un réseau densifié et rendu accessible à tous par la gratuité, et je rappelle à ce titre que la Convention citoyenne pour le climat avait retenu la question d'aller vers la gratuité des transports dans une de ses propositions sur le sujet. C'est bon aussi de se le rappeler. Et pour finir, je voudrais ajouter qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un opérateur public à même de mettre en œuvre ce beau projet, une SPL 100% publique, avec des femmes et des hommes qui aiment leur métier, avec un savoir-faire essentiel. Je parle évidemment de MTAG. Quand on voit les difficultés qu'ont les opérateurs privés à recruter et à conserver du personnel qualifié, au point que dans certains territoires, c'est parfois plusieurs semaines sans bus, il faut mesurer que cet atout pour le service public sur notre territoire plutôt que de le considérer comme un coût. Je dis ça au passage car notre opérateur fait face à la crise de l'énergie et à des besoins de renouvellement de matériel importants, et il va falloir que nous soyons collectivement au rendez-vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Oui, Julien Dussart. Oui, merci. Bonsoir à tous. Les ZFE doivent être qu'une étape sur le long chemin d'une nouvelle manière de penser la ville. Oui, mesdames et messieurs, chers collègues, les transports ont une responsabilité importante dans le changement climatique et la pollution, notamment de nos grands centres urbains, qui, rappelons-le, est meurtrière. Nous parlons de responsabilité car nous, humains, nous n'avons pas encore retrouvé mieux dans notre insouciance quotidienne que le moteur à explosion pour nous déplacer et transporter des charges. La réduction des mobilités polluantes est la bonne direction, mais ce sera un écran de fumée tant le chemin sera long pour repenser et modifier la ville, avec moins de bitume, moins d'axes qui par ailleurs génèrent une pollution visuelle et sonore, une insécurité, une agression au quotidien. Alors, la zone à faible émission mobilité est une trouvaille qui se développe à travers le pays. C'est une bonne chose. Mais il faudra aller plus loin qu'un renouvellement de parcs et de contrôle de vignettes. Car ce qui se joue ici, dans les assemblées de la ville ou de la métropole, ce sont des programmes. Des réformes qui nous intéressent, nous, élus, et les populations au premier plan. Mais les habitants ne sont pas tous logés de la même ancienne. Quid de l'ouvrier, du petit employé, ou bien encore du demandeur d'emploi? Pourront-ils s'offrir une nouvelle voiture comme le fait la collectivité ou les plus aisés? Nous défendons une ambition, nous défendons une ambition tout autre que la simple contrainte pour punir les pollueurs, car c'est un arbre qui cache la forêt de la pauvreté. Il faut penser d'une utopie à une autre.
en passant du tout voiture à la gratuité des transports en commun. Nous y voyons un triple dividende. Le rapport massif vers les transports en commun, la baisse de l'émission des gaz à effet de serre et la sortie de l'hypocrisie car les transports publics en France ne s'autofinancent pas, ils sont subventionnés. Comme le TER où nous payons qu'un part du prix réel. Alors poussons la logique des transports collectifs jusqu'au bout. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Michel Langlais. Oui, bonsoir chers collègues. Vous l'avez rappelé, monsieur le maire, il y a eu 13, je n'ai pas compté, mais 13 copiles sur cette zone à faible émission, tout véhicule. J'ai participé à quelques-uns, pas tous. On a essayé d'être le plus présent possible avec Gilbert Bonnet. J'aimerais témoigner de la difficulté que ça a été ces copiles. On a eu beaucoup de mal à identifier quelles étaient les différentes positions. Finalement, certains messages qui pourtant paraissent, vous le disiez, partagés, étaient l'objet de débats, où on pinaillait sur des détails plutôt que de s'accorder sur le fond. Et moi, ce qui m'a beaucoup interrogé, c'est nous avions la chance dans ce comité de pilotage d'avoir la présence de Sylvain Laval, qui est donc vice-président en charge de l'espace public, de la voirie, des infrastructures cyclables, des mobilités douces, qui est également président du SMAG. On aurait pu s'attendre à ce que M. Laval s'empare de ce sujet de la ZFE, même si c'est un sujet qui nous est imposé par l'État. Il y avait l'occasion, il me semble, de s'emparer de ce sujet, de prévoir l'avenir, de imaginer un schéma directeur, par exemple, du report modal. Il y avait la place pour faire de la politique. Et malheureusement, quelles que soient les interventions des différents collègues des villes voisines, les réponses étaient souvent les mêmes. Le réseau de transport en commun va bien. Il n'est pas nécessaire de créer de nouvelles infrastructures. On nous annonce, j'ai participé il y a quelques semaines à la réunion de présentation du SMAG sur le sud grenoblois. Il y avait beaucoup de villes, d'habitants, pas d'élus, il y avait des élus évidemment, mais il y avait des habitants qui étaient inquiets parce qu'ils étaient en demande de création de ces petites lignes qui permettent de rejoindre le réseau principal, ces lignes qui sont inexistantes. Quand elles sont créées, c'est anecdotique puisque on se retrouve avec 4 horaires dans la journée, peu d'infrastructures cyclables secondaires qui permettraient de rejoindre encore une fois le réseau principal et les chrono-vélos qui sont une très bonne chose. Et donc voilà, on se retrouvait avec souvent un mur en face de nous sur ces questions du report modal qui sont pourtant essentielles et qui ont été plébiscitées lors de la concertation qu'il y a pu avoir auprès de nos habitants. Et on le retrouve ici dans nos demandes. On demande l'extension du tram E, on l'a demandé en 2016, on le redemande en 2022. On peut se demander si finalement on verra ce tram E d'ici les échéances qui sont dans cette ZFE. On parle de 2030 sur l'interdiction des véhicules diesel. Est-ce que ce tram E arrivera enfin à Pont-de-Claix d'ici 2030? On parle du RER métropolitain, vous l'aviez souligné. Nous portons ce vœu depuis très longtemps. On peut se demander si ce RER arrivera avant 2040. Donc voilà, on peut bien sûr nous porter des messages, mais à titre personnel, je m'interroge beaucoup sur ce qui sera mis en place dans l'avenir pour aider nos concitoyens à se déplacer autrement. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Non? Quelques mots peut-être pour compléter. La zone à faible émission est un outil qui n'est pas nouveau, qui n'est pas neuf. Et il faut avoir aussi cette humilité de le reconnaître. Dans des villes d'Europe, cela existe déjà depuis 15 ans, 20 ans. En Italie, en Allemagne. Aujourd'hui, il n'y a aucune commune italienne, une grande ville italienne qui ne connaît pas des zones à faible émission, qu'on appelle plutôt communément les zones à trafic limité, les ZTL. Et pour celles et ceux qui
sont allés récemment dans les villes du nord de l'Italie, à Turin, à Milan, vous avez évidemment ces zones à trafic limité qui existent avec des mécaniques qui sont à peu près les mêmes, c'est-à-dire des horaires dédiés et des dérogations. Donc, quand certains nous disent qu'il s'agit d'une usine à gaz, en fait, il n'existe pas aujourd'hui tout simplement d'autres approches de zones à faible émission, trafic limité, qui ne comportent pas tout simplement ceci. Alors, on peut toujours refaire le débat de la loi. La loi, elle a été votée, elle s'applique. Bon, il s'avère que, d'ailleurs, quand on regarde quels sont les parlementaires qui l'ont votée, c'est effectivement la majorité présidentielle, mais aussi les Républicains qui l'ont voté tout à fait allègrement, qui aujourd'hui nous expliquent ici, d'ailleurs, dans ce département, que cette loi est absolument inacceptable et qui font demander le report. Mais c'est vrai que les élections sénatoriales approchant, ça va être compliqué de s'expliquer. Pareil sur le ZAN, d'ailleurs. Le zéro artificialisation nette, c'est la même loi. Le ZAN, le ZEN, le ZAN, les ZFE, bref, ça doit pas ils ne doivent pas se sentir très zen à l'approche justement de cela. Mais ça, c'est un autre sujet, on aura l'occasion d'y revenir à un autre moment. Que faire finalement avec un objet dont globalement on sait qu'il est absolument nécessaire, puisque les questions de santé publique sont là, même si la mortalité par la pollution de l'air n'est pas la première mortalité aujourd'hui dans notre pays. Mais c'est un élément de contribution important et qu'il faut traiter. Ça n'empêche pas les maladies professionnelles, sur lesquelles d'ailleurs il y a besoin sans doute d'ici engouffrer beaucoup plus. Nécessite encore une fois des politiques publiques en matière de santé publique sur la question, je dirais, du tabagisme, sans doute encore plus fort. Mais ce n'est pas parce qu'il y a de la mortalité par le tabagisme que l'on va décider de ne pas travailler sur les autres éléments de la mortalité. Ça serait quand même contraire à tout principe. Donc, la question de l'impact sanitaire aujourd'hui, il est prouvé. Il ne fait plus de débat scientifique, ou en tout cas j'espère qu'il n'en fait plus. C'est comme le climat il y a 20 ans. Hein. Ben voilà, il y a une relation entre pollution de l'air et effectivement, je dirais, santé publique. Aujourd'hui, 13 communes ont fait le choix d'être dans le périmètre. Je rappelle qu'il a fallu attendre plus de 6 mois, 7 mois pour que ces communes répondent. Je rappelle que normalement, la Z à faible émission, elle devrait démarrer au 1er janvier de cette année. Quand certains reprochent à la métropole finalement d'avoir pinaillé, c'est parce que les communes ne savaient même pas si elles allaient être dans le périmètre. Et un certain nombre l'étaient et ont mis beaucoup de temps à répondre sur ce sujet. On voit très clairement que aujourd'hui, la question de la zone à faible émission, c'est surtout un sujet de mobilité et capacité à pouvoir trouver d'autres moyens de se déplacer. Je présentais au bureau métropolitain, il y a de cela 15 jours, la réalité de l'état d'avancée du PDU. Parce que vous savez, on entend beaucoup dans cette agglomération que le PDU ne serait pas mis en œuvre, ne serait pas respecté. Aujourd'hui, plus de 70% du PDU est réalisé et mis en œuvre. Je rappelle que le PDU ne prévoyait aucun élément de gratuité des transports. Je voudrais juste le rappeler ici, à ceux qui m'expliquent aujourd'hui que c'est l'alpha et l'oméga. Rien dans le PDU ne prévoyait la gratuité des transports. Des études, c'est bien, les études. Elles ont été faites à la fin du précédent mandat. Qu'est-ce qu'elles disaient, les études de gratuité? Elles disaient que ça coûtait, à l'époque, 60 millions d'euros. À l'époque. Sans connaître la crise Covid qui nous a mis complètement en difficulté, le SMAG et la SPL TAG qu'il faut régulièrement, je dirais, soutenir financièrement, et la métropole fait son travail. Elle disait quoi? Qu'il y avait 3 leviers pour permettre la gratuité. Premièrement, premier levier, c'était
une augmentation des contributions des territoires. La loi est passée par là. La métropole est effectivement, je dirais encore plus qu'avant, compétente en matière de transport. Elle a transféré sa compétence au SMAG et elle le fait régulièrement. Elle rajoute des dizaines de millions d'euros au SMAG, à la SPL, tout simplement pour qu'elle puisse fonctionner. Et c'est pas terminé. Donc jamais dans l'histoire, la métropole n'a autant soutenu le SMAG. Je préférais le dire. Et le deuxième sujet qui était posé dans l'étude gratuité qui avait été faite par l'ancien président du SMAG, du SMTC SMAG, je le rappelle, c'était une évolution d'un certain nombre de dispositifs nationaux. TVA sur les transports, versement mobilité déplafonné, ce qui n'a toujours pas bougé. Donc en l'espèce, les leviers qui étaient prévus ne sont pas au rendez-vous. Je rappelle que le SMAG a voté des gratuités ciblées. Il est d'ailleurs dommage que pas toutes les forces politiques ne les votent. Et ce n'est pas d'ailleurs que des forces politiques de droite. Je voudrais simplement le rappeler. Qu'est-ce que dit également l'étude mobilité? Elle dit que le réseau de transport tel qu'il est aujourd'hui, je voudrais juste le rappeler parce que ça avait été présenté, le passage des critères 5, 4, 3, le réseau tel qu'il est aujourd'hui de transport permet ce passage-là. Ce n'est que la disparition du critère 2, donc les diesels et une partie des essences, où là, le système de mobilité actuel ne sera pas à la hauteur pour répondre à cela. C'est d'ailleurs pour cela que les communes disent aujourd'hui nous ne sommes pas tous d'accord sur la sortie du critère 2 et notamment du diesel. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut dire dans notre communication qu'il ne faut pas renouveler son véhicule et racheter un diesel, de façon très claire. Et nous n'arrivons pas aujourd'hui à nous caler collectivement, les 13 communes, pour dire si c'est 2028, 2029 ou 2030. C'est ça la réalité. Il n'y a pas d'accord politique entre les 13. Il y a un accord politique qui dit il vaut mieux qu'on soit les 13. D'accord. Ça, c'est l'accord politique. Donc, et comme on ne peut pas avoir raison tout seul, on ne peut pas imposer à 12 autres communes son propre choix. Et vous savez très bien de qui je parle. C'est de la ville de Grenoble, qui ce soir d'ailleurs vote un avis défavorable sur la ZFE, alors qu'elle a participé aux 13 comités de pilotage, que nous avons tous contribué pour faire avancer les choses, et qu'elle votera finalement défavorablement à ça. Je ne comprends pas, dans ces cas-là, on n'aurait pas dû faire 13 comités de pilotage, si au bout du joug, c'était un avis défavorable de la commune de Grenoble. Qu'est-ce que dit également la Convention citoyenne pour le climat? Elle dit que sur la ZFE, elle ne dit pas d'obligation. Je voudrais juste vous le rappeler. Relisez les 219 propositions de la Convention citoyenne. Elle dit qu'il faut beaucoup plus informer. En tout cas, et la première des choses, c'est qu'il faudra développer un réseau de transport permettant la sortie du CQA2. Relisez. Et en l'espèce, indéniablement, il faudra revoir l'offre en périphérie versus l'offre de centre-ville. Donc à un moment donné, comme on n'a pas des moyens qui sont, je dirais, exponentiels, et puis comme il faut tout soutenir nos outils SMAG et SPL parce qu'ils sont aujourd'hui extrêmement en situation très difficile, puis après on pourrait effectivement expliquer pourquoi ils sont en situation difficile. La crise Covid, pourquoi le SMAG n'a pas honoré le protocole qu'il avait voté avec le département sur l'épuration de sa dette. Aujourd'hui, nous avons 120 millions d'euros qui correspondent tout simplement à un non-respect je dirais, du SMAG au précédent mandat et qui pèsent aujourd'hui sur les épaules du SMAG alors que normalement, il y aurait dû y avoir ce désendettement. Je vous rappelle qu'il y avait eu un protocole établi entre le département et la métropole pour la sortie, pour ces 150 millions de dettes que nous étions répartis. Que dit également les choses? Il dit qu'il va falloir revoir l'organisation des transports en commun. Et d'ailleurs, le SMAG y travaille. Et il sera sans doute indéniablement prêt pour, je dirais, la question du CQA2. Donc j'entends les demandes de Michel Langlais, mais il n'est pas impossible qu'il y ait un nouveau réseau qui soit présenté dans les mois qui viennent. Donc pour les 5, les 4, les 3, le réseau actuel
permet de mettre en œuvre la zone à faible émission. Donc il ne faut pas crier d'avoir mal avant qu'effectivement les choses soient là. Pour les parkings relais, aujourd'hui, les stationnements tels qu'ils existent aujourd'hui permettent de régler la question des CQA 5, 4 et 3. Ce n'est que lorsque nous atteindrons la question des CQA 2 qu'il faudra, dans ces cas-là, des capacités de rabattement plus importantes. C'est pour ça que nous faisons la proposition, tout simplement, de construire un parking en ouvrage sur le parking L'Étoile et de plutôt monter en hauteur pour permettre notamment aux personnes qui viennent du sud, de l'Oisan, de la Matésine, du Trièvre, de pouvoir tout simplement se garer en entrée de ZFE. Ça sera vrai à d'autres endroits. Moi, je soutiens les demandes de la ville d'Échirolles aussi pour un parking qui soit plutôt dans la combe de Champagné, permettant là aussi de rabattre ce qui est sur le plateau de Champagné directement en bas et que ça ne passe pas dans la ville et notamment dans des rues que l'on connaît très bien sur le quartier nord-est Grand Gallet qui ont plutôt tendance à le faire. Moi, j'avais proposé que cette voirie soit fermée. Les habitants en décident autrement. Ils vivront avec ce trafic automobile qui viendra et c'est bien dommage. Donc, ce qui concerne l'extension du tram E, je rappelle que le 10 mai, c'était donc il y a 2 jours, le SMAG a voté le lancement des études d'extension des réseaux de tramway. Moi, je me félicite et clairement, il est indiqué que la ligne E était sans aucun doute celle qui était aujourd'hui, qui avait d'une certaine façon une préférence eu égard, je dirais, aux enjeux de desserte liés à la ZFE et bien d'autres. Donc aujourd'hui, ces études sont là. Ça veut dire qu'on sait qu'à partir du moment où des études sont faites, généralement la réalisation, c'est entre 7 ans, 8 ans et 10 ans après. Donc voilà, nous y sommes aussi dans cette séquence-là. Et c'est tant mieux. Et moi, je remercie le SMAC d'avoir voté cela. Sur le RER métropolitain, on ne peut pas reprocher à la métropole de ne pas faire son boulot. Elle le fait. Aujourd'hui, l'État a dit sur 1 milliard d'infrastructures initiales, parce qu'avant de doubler les capacités du RER et d'acheter des locomotives et des trains, il faut que les voies soient adaptées. Ça coûte 1 milliard. L'État a dit qu'il mettait 280 millions, ce qui est quand même pas assez. Le ministre Clément Beaune a dit qu'ils allaient sans doute mettre plus. Aujourd'hui, la région Auvergne-Rhône-Alpes dit qu'elle mettra 0. Donc le vrai sujet, c'est comme si on reprochait, la métropole a dit qu'elle mettrait, elle a prévu d'ailleurs. Mais on ne peut pas reprocher que le RER n'avance pas. La responsabilité, ce n'est pas le président de la métropole, ce n'est pas les élus métropolitains. Et moi, je regrette d'ailleurs qu'au SMAG, des élus, et Michel, essentiellement écologiste, ne votent pas les briques du RER métropolitain. La gare de Domaine, abstention. L'ensemble des briques que l'on peut voter aujourd'hui, abstention. Donc je sais qu'on ne va pas assez vite, mais à un moment donné, tout ça, c'est positif. C'est des briques qui avancent. La gare de Pont-de-Clé est une brique qui avance aussi. Et ça, c'est effectivement bien dommage que... Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On aurait pu faire. On aurait pu dire, écoutez, non, la ZFE, c'est pas pour nous, ça a été décidé d'en haut, c'est pas bien appliqué. Bon. La posture, elle est qu'à un moment donné, la loi, elle s'applique et il faut l'adapter au mieux. Tout à l'heure a été évoqué par Jérémy Giono le fait que les véhicules électriques étaient hors de prix. Il a raison d'ailleurs, et il va y avoir des effets d'aubaine. Faut pas se leurrer. Non, faut pas se leurrer. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons rejeté un amendement proposé par les écologistes, c'était de refuser qu'on puisse aider les véhicules d'occasion essence critère 1, qui peut être une réponse sur un certain nombre de nos populations, parce que le prix ne sera pas 20 000, ne sera pas 30 000. On ne peut pas refuser et simplement dire vous achetez tout de suite de l'électrique. On sait très bien que c'est hors de prix, même si le président de la République nous a dit que peut-être il allait trouver, vous savez, le petit véhicule, la Trabant française, en fait, pour dire les choses, celle qu'on va fabriquer à la chaîne et qui coûtera 100 € par mois, tout compris. On n'y est pas encore à ce sujet-là. Mais il faut bien quand même trouver encore des solutions
qui permettent tout simplement aux populations, je dirais, les plus modestes, de trouver des solutions. Et d'ailleurs, la tarification, et merci là aussi Jérémy Giono de le rappeler, les aides qui sont proposées par la métropole sont les plus importantes aujourd'hui qui sont données. Et j'aimerais qu'on revienne pas simplement sur le changement de véhicule. Qu'est-ce qui est proposé en matière de report modal? Il est proposé pour toutes les personnes qui abandonnent leur véhicule, après être passées par la SPLM TAG et l'agence tout simplement de conseil en mobilité. Parce que si vous voulez des aides, vous êtes obligé de passer par l'agence en conseil. C'est-à-dire qu'on va tout regarder. Qu'est-ce que fait la famille? Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Comment la famille se déplace pour aller au boulot? Comment se déplace le soir pour amener les enfants au sport? Comment, etc., etc. Tout ceci va être ausculté. Et une proposition va être faite, je dirais, sur mesure. Les familles qui décideront d'abandonner leur véhicule, qu'est-ce qu'elles auront? Elles auront 1 000 € de moyens financiers, de cartes prépayées pendant 3 ans. 3 000 €. 3 000 € pour choisir tout type de mobilité qu'elles souhaitent. Transport en commun, vélo, cities, abonnement TER, alors que ce n'est pas nous l'abonnement TER. Hein. Abonnement des cars région, c'est pas nous, et pourtant on le met dedans. Nous avons tout cela. Ça, c'est de la gratuité. Hein. C'est la gratuité des transports, ça. Donc, là-dessus, la gratuité des transports est mise en place. Pour ceux qui décideraient de changer leur voiture, de garder leur voiture, mais qui ont envie de tester, pendant 1 an, on leur propose 1 000 €. Là aussi, pour tester, pour dire, bah ouais, c'est finalement, je bascule sur les transports en commun, je peux faire, etc. Pour ceux qui décideraient, finalement, parce que la vie, elle est ainsi faite, roulera encore des voitures demain et aussi après-demain. Pour ceux qui ont besoin de changer la voiture, eh bien, il est mis en place des aides, des mécanismes d'aide sur la base des critères financiers et des critères de revenus. Et là, il y a matière à regarder que ce sont les aides les plus fortes aujourd'hui à l'échelle nationale de toutes les métropoles. Donc oui, bien sûr, on sera très attentif aux effets d'aubaine, que les constructeurs, finalement, ne disent pas une voiture qui coûtait 7 000 € d'occasion, elle en coûte 9 000 après, en se disant, mais de toute façon, il y aura 2 000 € d'aide. On a regardé que pour des véhicules d'occasion, les plus classiques que l'on retrouve sur le marché de l'occasion, sur les bons coins, etc., pour les populations les plus modestes, le reste à charge sera nul. Ça a été étudié, ça existe et ça a été vérifié. Donc, encore une fois, nous verrons comment les choses avancent. Ces mécanismes d'aide, ils pourront aussi évoluer. Ils pourront aussi évoluer tout simplement en fonction peut-être de ce que l'on s'aperçoit sur le marché de l'occasion, sur le marché, je dirais, ce que font eux-mêmes les vendeurs par rapport aux véhicules. Et il faudra que l'on soit là-dessus. Moi, je ne vais pas en rajouter une couche sur aujourd'hui la gratuité des transports. Moi, je souhaite que l'on relève aussi la tarification solidaire, c'est ce qui est proposé ici, pour aller vers des populations qui sont... D'ailleurs, beaucoup, nos populations âgées sont dans cette tranche-là, hein, la tranche des 1 000 €, 1 100 €. Hein. Nous verrons si nous sommes entendus, mais... je rappelle que la Convention citoyenne a défini la gratuité des transports à l'horizon de la neutralité carbone. Elle dit que la priorité, c'est l'extension du réseau sur la base, notamment en périphérie, et notamment, je dirais, lié au certificat de qualité de l'air numéro 2, qui sera celui qui va concerner le plus, on l'a vu tout à l'heure, hein, le plus de véhicules. Le flux de véhicules, il est là. Le CQA2, c'est les 36% qui sont là. Vous voyez, 36 à Pont-Clé, 34% dans la métropole. C'est celui-ci qui va être finalement assez important. Le CQA3 va être déjà très important. Va être celui qui va être assez majeur. Donc, je pense qu'il faut tester les choses. Il faut tester les choses, vérifier que, encore une fois, ce conseil en mobilité puisse fonctionner, étudier. Après, moi, je le dis, s'il y a des choses qui doivent, encore une fois, connaître des évolutions nationales sur ces sujets, on entend parler sur les CQA, sur les critères... écoutez, nous, on a fait des propositions, elles n'ont jamais été retenues
nationalement. Nous avons fait un appel à manifestation d'intérêt des maires sur l'extension sur les parkings relais, parce que c'est bien de reprocher au SMAG qu'elle ne se soucie pas des parkings relais de demain, mais les parkings relais, ils sont sur des fonciers dans les communes. Hein. À un moment donné, il faut l'accord des maires. Hein. Comme il a fallu l'accord des maires pour reloger des carriers, pour avoir un terrain de grand passage. Nous faisons une proposition. Moi, j'aimerais bien que toutes les propositions soient faites. Moi, je regrette quand la ville de Grenoble refuse que le parking Catane, parking relais Catane, soit exclu de la ZFE, alors qu'on a une sortie d'autoroute qui peut aider, par exemple, les habitants du Vercors. Je me dis que tout ceci n'est pas très sérieux. Il faut que tout le monde fasse des efforts, surtout que le parking Catane, je rappelle qu'il est quasiment toujours vide aujourd'hui. Donc ça lui donnera une deuxième vie. C'est plutôt un bel objet architectural, mais pour le moment, ça n'a pas trouvé son aide. Donc, encore une fois, le vrai enjeu, ce sera de revoir le transport, et je terminerai sur ce qui sera dimensionnant en matière de transport et de réseau. Ce n'est pas le SMAG, en fait. C'est quand est-ce que la région nous transférera ces lignes, en fait, qui vont de Lamure, de Bourdoisan, qui traversent la métropole et qui vont jusqu'à Voiron, qui vont jusqu'à Crolles. Quand est-ce qu'on aura une ligne qui fera ST Microélectronique à Crolles jusqu'à Échirolles, ou jusqu'à Pont-de-Claix, ou jusqu'à Visil? En fait, le sujet, il va être là. Et voilà, moi je l'ai dit d'ailleurs très simplement, et comme ça au moins ça sera posé, moi je n'ai pas de sujet d'augmenter de la fiscalité de la métropole, dès lors que ça permettra d'améliorer les transports, notamment dans le périurbain. Pour cela, il y a la fiscalité des entreprises, il y a la fiscalité des ménages, et ça sera un débat qu'on aura à la métropole. Mais si on peut améliorer les dessertes du Sud, et nous, c'est ce que nous souhaitons, nous sommes port d'entrée du Sud, donc nous souhaitons qu'effectivement, tout cela soit large. Quant à la question de la réalisation du réseau de cyclables, là aussi, arrêtons de colporter je dirais, des fausses informations. L'investissement sur ce mandat sera environ plus de 2,5 fois supérieur à l'investissement qui a eu lieu sur le premier mandat, en matière de pistes cyclables et notamment de chrono-vélo. Donc c'est comme si on nous expliquait que dans ce mandat on ne faisait plus rien sur les pistes cyclables, alors que ce n'est pas vrai, alors qu'on va sans doute trouver des solutions pour la Combe de Giers, alors qu'on va trouver sans doute des solutions pour la Combe de Champagné, alors qu'on va sans doute trouver des solutions aussi pour aller plus loin en direction de Visil, malgré les refus de l'État d'avancer sur un certain nombre de points, parce que c'est impossible. Mais je le rappelle, 2,5 fois supérieur. Donc moi, je veux bien qu'aujourd'hui, on ne fasse pas assez. Je rappelle qu'on est aujourd'hui à 70% de réalisation du PDU. J'écrirai, je pense, à tous les maires de cette agglomération pour que ce sujet du PDU, une bonne fois pour toutes, on ne nous explique pas le soir, je dirais, dans les chaumières, que finalement, il ne se fait plus rien, que désormais, on ne le met pas en œuvre. On le met en œuvre, et on le met en œuvre à bonne vitesse. Je rappelle qu'il y a eu des études, et je terminerai là-dessus, des études qui étaient terminées en 2019, 2 études, deux qui nous concernent. Une sur le maillage de l'ensemble des lignes de réseau de tramway, cette agglomération. Vous savez, pour connecter entre elles toutes les lignes, on a des lignes de A à E aujourd'hui, pour faire la F, la G, la H, la I, la J comme à Strasbourg. Par exemple, d'imaginer que de Pont-de-Claix, on puisse aller au CHU, par exemple. Eh bien, cette étude, qui était un très beau principe, dès 2019, on savait qu'elle ne pourrait pas être mise en œuvre. Moi, je regrette qu'on n'ait jamais dit cela aux élus métropolitains. Je l'ai présenté au bureau métropolitain il y a quelque temps. Le train-tram jusqu'à Visil. Moi, je regrette que les éléments financiers n'aient jamais été présentés. Ils étaient connus dès 2019. Et je regrette qu'on ait laissé même des élus le porter sans pour autant partager cela. Donc, il n'est pas enterré, loin s'en faut. Mais quand on voit déjà les difficultés que nous avons pour le RER métropolitain, je dis simplement qu'à un moment donné,
puisqu'il faut la vérité, alors disons toute la vérité sur la réalité de ce que nous savions, de ce qui n'a pas été dit, et de ce qui a été, je dirais, d'une certaine façon, clairement caché aux élus métropolitains. Donc cette ZFE, mettons-la en œuvre. Il était compliqué que Pont-de-Claix ne soit pas dedans. Une partie de ces émissions concerne Pont-de-Claix. D'ailleurs, le préfet nous aurait sans doute dit je mets Pont-de-Claix dedans, comme Échirol d'ailleurs. Échirol, à un moment donné, a hésité en disant mais non, je ne veux plus être dedans. En fait, le préfet aurait dit si, la loi oblige qu'il y ait tant de centaines de milliers d'habitants. Voilà où nous en sommes. En tout cas, il me paraissait essentiel que nous puissions porter ensemble cet avis sur ce sujet. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Oui, Jérémy Giono. Alors, très très rapidement sur plusieurs éléments. Pour la boutade, une Trabant à la française, si c'est produit par une entreprise qui ne verse pas de dividendes à ses actionnaires et qui serait public, je dis pas non, mais à mon avis, ça ne sera pas le cas. Blague à part. Du coup, je voulais revenir sur plusieurs éléments. Le premier, c'est la question des dérogations. Il y a un travail effectivement assez fin qui a été fait sur ce sujet-là, pour finalement ciseler les choses et impacter, je dirais, le moins possible socialement les habitants. Moi, je mets en garde sur un élément, c'est la fracture numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des publics qui sauront aller chercher les dérogations et on en a d'autres pour qui c'est du mésopotamien, concrètement, et qui du coup risquent de passer à côté de ces aspects-là. Donc là, on a encore, entre guillemets, un sujet qui est transverse, mais sur lequel il faut se préoccuper. Sur la question de l'argument européen, je pense que ça ne peut pas être un argument d'autorité. Effectivement, il y a une loi, donc on y est contraint. On peut exprimer des résistances à un moment donné. Mais l'aspect européen, en Europe, il y a aussi des péages urbains qui se multiplient. À Londres, il faut payer 20 balles pour rentrer dans l'hypercentre. Je pense que personne ici n'est favorable à ce type de mesures. Et pourtant, c'est des choses qui, dans le consensus libéral, se développent. Alors qu'y compris à l'inverse, on a des grandes métropoles qui peuvent instaurer la gratuité des transports. Donc ça, je pense qu'il faut qu'on ne se cloisonne pas dans ce qu'on peut inventer finalement sur nos territoires. Très rapidement sur la gratuité, alors la Convention pour le climat, effectivement, elle pointe ça comme un horizon avec un palier qui, je trouve, serait complémentaire avec la ZFE telle qu'elle est conçue aujourd'hui, c'est la question de la gratuité des week-ends. Parce que ce qui n'est pas dit, effectivement, et ce que les études de 2019 démontraient, c'est que la gratuité des transports, c'est une augmentation conséquente du trafic. Partout où ça a été mis en place, c'est ce qu'on observe. Et que, effectivement, le réseau n'est pas en capacité, en heure de pointe aujourd'hui, d'absorber ce que serait cette augmentation du trafic, sans parler, effectivement, ce que vous avez dit, sur au-delà de la zone tramway, on va dire, la question du réseau qui n'est pas assez dense. Encore faut-il avoir un train ou un tram ou un bus pour espérer qu'il soit gratuit. Mais du coup, cette gratuité des week-ends, elle est possible demain. Et donc, je pense que c'est un sujet à mettre sur la table, finalement, pour favoriser le changement des pratiques. La dernière seule chose que je voulais dire, c'est sur la question de notre opérateur public des transports. Attention à ne pas se dire que tout va bien jusqu'à ce que les critères 5 soient concernés. Là, on a des renouvellements de rames de tramway avec les vieilles rames qui circulent encore à faire, où il y a un sujet, sans rentrer sur les responsabilités, mais du coup, il y a un sujet, du coup, ça va représenter de l'argent, concrètement. Il y a besoin de dépôts, il y a besoin de stations de recharge, il y a énormément de besoins, et ce n'est pas du mauvais déficit. Ça, je terminerai là-dessus parce que je pense qu'on doit être très très clair là-dessus. En fait, est-ce qu'on préfère avoir des transports qui sont efficaces dans notre agglomération, avec effectivement des agents qui ont des plutôt bonnes... Alors, il y a les questions de sécurité, c'est un vrai sujet, mais des plutôt bonnes conditions de travail par rapport à d'autres opérateurs privés qui payent au lance-pierre, ou est-ce qu'on préfère finalement demain filer tout ça à des boîtes privées qui derrière en fait se retrouvent à pas trouver de chauffeur parce qu'elles les payent au lance-pierre, et donc on a des lignes de bus qui sont carencées. Et ça, je pense qu'on a finalement, comme sur la santé, les transports, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas entre guillemets, c'est logique qu'on investisse dedans, quelque part. Et je pense qu'il faut le dire et le rappeler, y compris au CA du SMAG, y compris au CA de la SPL, parce que les équilibres politiques dans les territoires, il faut quand même se le dire, font qu'aujourd'hui
On a, notamment pour la SPL, en fait, un président qui a été porteur de la SPL, porteur du service public, mais une majorité dans son conseil d'administration qui était défavorable à la SPL et qui était favorable à des marchés publics et à une privatisation. Et ça, c'est quelque chose qui est important à dire. Et du coup, il y a une bataille politique permanente qui doit être menée pour défendre cette logique du service public. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Non? Très bien. Moi, je vous propose de passer aux voix sur cet avis ZFE, donc qui s'oppose à cet avis, qui s'abstiennent. Donc, combien? J'en compte 2, du coup, côté Jérémy Giono, puisque Patrick Durand n'est pas là, et 2, c'est ça. 4 abstentions, donc il n'y a pas d'avis contre à Pont-de-Clé. Merci. L'autorisation donnée le maire, je laisse la parole à Gilbert Bonnet pour une demande de subvention pour le renouvellement de 16 véhicules. Gilbert Bonnet. Oui, merci Monsieur le maire. Oui, donc il s'agit d'une autorisation donnée au maire pour de déposer une demande de subvention pour les renouvellements de 16 véhicules dans le cadre justement de la ZFE. Je rappelle ce que vous avez dit en préambule, c'est-à-dire qu'il y a une première tranche qui s'est déroulée sur 4 ans, de 2019 à 2022. Là, on part sur une nouvelle tranche de 2023-2025 et qui concerne 16 véhicules. Donc la demande de subvention à l'État représente 208 000 € et le reste à charge 625 000 € à la collectivité. Voilà donc le détail des véhicules. Bon, il y a notamment un poids lourd au gaz, etc., des véhicules GNV et électriques, bien sûr. Voilà ce qu'on pourrait dire. Merci. 16 véhicules sur 3 ans. Voilà, donc là aussi, c'est pour s'inscrire et être finalement exemplaires nous-mêmes sur les véhicules qui sont dans nos communes, dans notre commune, et d'aller chercher, solliciter le maximum d'aide de l'État, que ce soit la DSIL, que ce soit le fonds vert. On s'y perd à force avec tous ces fonds. Vert foncé, vert clair. Je mets aux voix qui s'oppose, qui s'abstient. Adopté, merci. Il n'y a pas de point divers. Il n'y a pas de questions orales. Nous arrivons donc au bout de ce conseil municipal. On vous remercie infiniment. Je vous rappelle que, non, le 9 juin, nous avons un conseil spécial pour désigner les grands électeurs pour les élections sénatoriales. Vous avez reçu un message à ce sujet. Dans toute la France, tous les conseils municipaux se réunissent au même moment pour désigner leurs grands électeurs. Je rappelle que les 33 élus de la ville sont grands électeurs, mais nous devons désigner des suppléants au cas où il y ait, pour des questions de force majeure, des personnes qui ne pourraient pas pouvoir se rendre aux élections, au seul tour d'élection sénatoriale en préfecture de l'Isère. Et je rappelle que c'est un vote obligatoire sous forme d'amende financière pour celles et ceux qui ne se rendraient pas. Nous devons être plus exemplaires que tous. Donc nous devons voter. C'est le 9 juin à quelle heure? 17h pour tout simplement ce temps qui va être très court. Hein. Voilà. Comment? Voilà, une seule délibération, c'est ça, et ça sera flash. Merci infiniment, très bonne soirée.